La COVID-19 a frappé toute la population, mais particulièrement les entrepreneurs, qui ont fait face à de grands défis pour passer à travers cette crise inattendue. Nous sommes allés à leur rencontre afin de connaître leur histoire. C'est sûr qu'au début, il y a eu une petite période de crise, qu'on peut dire. Les clients appelaient, étaient inquiets, concernés. Et ce qu'on a fait à ce moment-là, ce qui était le plus important, c'était d'avoir une écoute attentive pour les clients, c'était d'être là pour eux autres. Ça, c'était très important. Des fois, c'était juste pour ventiler les clients, c'était juste pour... Ils avaient besoin de renseignements, ils voulaient savoir comment ça allait se passer. Et c'est un peu ce qu'on a fait, là. C'est au début, on est resté à l'écoute de nos membres. Oui, on a eu beaucoup d'appels. C'est sûr que la situation évoluait rapidement. Le gouvernement faisait des annonces quotidiennement, donc il fallait se tenir à date surtout et il fallait réagir rapidement. Le bureau chef de Desjardins a mis des choses en place pour aider les membres. Donc, on était vraiment là en cellule de crise, si on veut, ça l'appeler ainsi. Mais oui, il y a eu beaucoup d'appels et il fallait répondre aux clients là, pour les rassurer. C'est sûr que les petites entreprises, souvent, surtout ici dans la région, on a beaucoup de travailleurs autonomes. Donc, c'est plus impactant. Les revenus baissent de façon importante. Donc, il faut s'assurer à ce moment-là qu'ils puissent avoir les liquidités pour passer au travers. C'est sûr que le gouvernement est arrivé avec des mesures, comme tu viens de le mentionner, le prêt là, de 40 000. C'est un peu sur de quoi les gens le reconnaissent, le prêt, là. Mais c'est un prêt de 40 000 qui a été mis pour aider les gens à passer au travers de la crise là, à ce moment-là. L'important, c'était que les gens qui faisaient cette demande-là aient un besoin et qu'ils l'utilisent. Ça, c'était une des priorités du gouvernement, de dire quand on met des sommes à votre disposition, par contre, vous devez l'utiliser. Et là, les gens ont 3 ans, donc jusqu'au 31 décembre 2022, pour rembourser ce prêt-là de 40 000. Ils doivent rembourser seulement 30 000. Et le dernier 10 000, s'ils le remboursent avant le 31 décembre 2022, va être gratuit, il va être fait en forme de don. Sinon, après ça, ils ont 5 ans pour rembourser au total, donc 2 années de plus que le 31 décembre 2022 pour le rembourser. Et c'est un prêt qui est sans intérêt. Ça peut être aussi difficile, c'est pas le chiffre d'affaires qui vient déterminer là, à ce niveau-là. C'est sûr que quand on a une compagnie qui est bien gérée au niveau des liquidités, mais ça nous aide à passer au travers là, ces situations-là. C'est ce qui est le nerf de la guerre là, présentement, c'est les liquidités. Donc, une compagnie qui est, même si elle fait des millions, si elle voit son carnet de commandes baisser de moitié, même plus, il faut qu'il ajuste aussi en fonction des dépenses et tout ça. Donc, c'est une gestion qui est pareille, que ce soit une grande entreprise ou une petite entreprise, c'est une gestion quotidienne à regarder là, attentivement. Nous, ce qu'on a fait, comme je disais tantôt, c'était d'être à l'écoute des gens. Okay? Les besoins n'étaient pas nécessairement pareils pour tous. Donc, on apportait différentes mesures. Il y en a qui avaient besoin d'injection de fonds de roulement. Il y en a qui avaient besoin simplement d'avoir un moratoire sur le remboursement de capital. Donc, c'est des mesures qu'on a mis en place. Il y a eu des mesures aussi faites, là, pas nécessairement juste régionalement, mais à la grandeur du Québec par Desjardins. On parle au niveau des compagnies d'assurance où est-ce qu'il y a eu des retours sur les paiements des primes que les gens payaient au niveau des assurances avec Desjardins. Il y a eu toutes sortes de petites choses comme ça, mais qui, en bout de ligne, a fait que on a aidé les gens à passer au travers, puis il fallait être compréhensif et c'était le mot du président, là. Soyons là pour nos gens, soyons compréhensifs, soyons créatifs de la façon de les aider. Puis on a eu des partenaires aussi qui nous ont aidés là-dedans, là, des partenaires, on peut parler de Exportation Développement Canada, de la BDC, là, Banque de développement du Canada aussi. Alors on a eu ça, il y a eu Investissement Québec aussi avec qui on a fait des partenariats pour aider justement les gens là, à passer au travers de la crise. C'était d'être à l'écoute de ces clients-là pour avoir vraiment bien saisir leurs besoins, puis c'était quoi leur inquiétude par rapport à ça. Il y a aussi le côté où est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui ont bénéficié de la COVID. Eux, j'ai des entrepreneurs qui ont vu leur chiffre d'affaires littéralement exploser parce qu'ils avaient le produit qui est en demande présentement. Donc, eux aussi, il fallait les aider parce que les revenus là, augmentaient, là, les commandes augmentaient de façon exponentielle. Donc, il fallait qu'ils soient capables aussi de répondre à la demande. Donc,
on les a aidés aussi à ce niveau-là, à pouvoir suffire à la demande. Bien, pour les restaurateurs, c'est eux, ce qu'ils ont, si on parle du restaurant, là, bien précisément, ils ont une grosse chose à régler, c'est au niveau du périssable, tous les aliments. Donc, ce qu'il y avait de commandé, ce qui est là, il faut que ça assure c'est 28 jours. Là. Donc, on ne peut pas tout garder, donc ça fait beaucoup de pertes. Il y a eu des initiatives par les restaurateurs de la région qui ont été faites. Il y en a qui vont faire de la commande pour emporter. Donc, eux, c'était vraiment ça. Là. Et ce qu'il faut aussi s'assurer dans ce temps-là, c'est d'avoir toujours une liquidité. Donc, la gestion des liquidités est très, très, très importante pour être capable de passer au travers cette crise-là. Bien, selon les annonces du gouvernement présentement, c'est ce qui est touché. Il y a un petit peu le monde des arts. Ici, ça nous touche un petit peu moins parce qu'on n'a pas de salle de spectacle comme telle. Mais au niveau des restaurateurs, brasseries, tavernes et tout ça, là, salle de réception, ça a été touché. Et on se croise les doigts là, pour tout le monde pour que ça soit simplement, c'est une façon de le dire, là, mais ce secteur d'activité-là qui soit touché, qu'il n'y ait pas d'autres secteurs d'activité au niveau commercial. Mais on est très, très empathique avec ces gens-là, puis du monde de la restauration, puis on va être là pour soutenir nos membres à ce niveau-là. La première chose, je vous dirais, puis c'est un petit peu en dehors du cadre financier, mais c'est de ne pas baisser les bras, c'est de garder un certain positivisme. C'est pas évident, c'est pas facile, sauf que de tomber dans le négatif n'aide pas. C'est de vraiment bien gérer ses liquidités, de contrôler ses dépenses au maximum, les réduire au maximum qu'ils vont pouvoir le faire. C'est sûr que c'est pas toujours facile. Il y a des loyers, il y a des choses qu'il faut payer, il y a des coûts qu'on n'a pas le choix. Mais c'est de les réduire là, vraiment au maximum. Pour essayer de garder le maximum de liquidité pour passer au travers de la crise. C'est de bien analyser tous les gestes, toutes les actions qui vont être posées. Il y a des entreprises dans la première vague qui se sont réinventées, qui ont changé complètement leur approche. Il y en a qui faisaient de la boisson, puis ils se sont mis à faire du purel là, pour faire... Donc, c'est de voir vers quoi on peut s'en aller. Comme les restaurateurs, si on prend cet exemple-là, de la commande pour emporter, mais c'est d'en évaluer aussi les bénéfices et les coûts que ça amène. Est-ce que ça vaut la peine d'aller chercher 1 000 $ de revenus par jour si ça nous en coûte 900, 1000, 1100 au bout de la ligne pour rester ouvert? Donc, c'est de toujours bien évaluer la fin de ça, dire est-ce que ça va être bénéfique, est-ce que ça va être profitable de faire ça ou non. Donc, c'est vraiment le meilleur conseil, c'est qu'avant de poser des gestes, de bien analyser la situation aussi. Oui, bien, c'est ça, mais c'est de discuter avec la personne, puis c'est de porter à réflexion. Oui, il y a des choses qu'on peut regarder. On va travailler souvent aussi en collaboration avec le comptable du client. Puis lui, il va établir un petit peu plus, là, qu'est-ce que c'est, est-ce qu'au bout de la ligne, c'est quoi les projections financières que ça peut donner. Et à ce moment-là, bien, nous, on trouve les solutions à la lumière de ça. Mais la première rencontre qu'on va faire avec le client, c'est vraiment de dire, mais as-tu pensé à ça? As-tu vérifié ça? Est-ce que tu as fait faire des projections? On va parler au comptable. Donc, nous, notre job, c'est un peu d'allumer les lumières et dire, OK, on va regarder cet aspect-là, cet aspect-là, cet aspect-là. Maintenant, un coup que tout ça est fait, comment on peut t'aider à la lumière des réponses qu'on aura obtenues? Ça va bien est un grand mot. Ça va bien. On est dans une région où les gens sont très résilients, où est-ce que les gens sont fiers de leurs entreprises. Donc, déjà là, c'est un plus. On n'est pas sorti de la tempête, malheureusement. On espère que celle-là va durer le moins longtemps possible, cette deuxième vague-là, pour que les gens puissent vraiment repartir. Mais à la lumière de ce que je vois dans mon bureau, les gens, oui, sont inquiets, oui, sont concernés, mais il n'y a pas personne qui a baissé les bras. Et tout le monde se bat. Tout le monde est au combat. Puis c'est pour ça qu'on veut être avec eux autres, on veut les accompagner, puis on veut faire partie de cette relance-là. Desjardins, c'est important de faire partie de la relance économique. Donc, on veut s'assurer d'être en mesure d'aider le plus de clientèle possible pour pouvoir avoir une belle relance là, quand le temps sera venu. Il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup d'analyses qui sont faites. Certains parlent fin 2021, certains parlent mi-2021. C'est difficile à prévoir.
votre estimée est aussi bonne que la mienne, dans le sens qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas qu'est-ce que ça va être les impacts. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Sans paraître, mais il y a des élections aux États-Unis qui peuvent avoir des influences ici aussi sur le résultat de ces choses-là. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, puis que, tu sais, des fois on dit, bon, mais c'est Vaudreuil-Soulanges, mais on est impacté par tout ça quand même. Ça a des impacts, on est des entreprises qui exportent. Donc, tu sais, ça fait partie de tout ça. Mais moi, ce que j'ai le goût de dire aux gens, c'est demeurons positifs. Continuons à nous serrer les coudes tous ensemble, puis on va être là pour participer à cette relance-là, puis pour aider les gens là, le plus possible là, à y arriver, à passer au travers. Je m'appelle Marc-André Rioux, je suis chanteur du groupe Lendemain de Veille et également restaurateur, propriétaire de la brasserie festive Au Vieux. En fait, mes deux entreprises ont été impactées dès le départ par la pandémie qui a lieu dans le sens où en moins de 24 heures, toutes les shows étaient cancellées puis le resto était fermé aussi. Fait que ça n'a vraiment pas été long. Je suis dans les deux milieux qui ont été touchés dès le départ. Fait que je dirais que ça s'est pas mal passé le 15 mars. C'était quoi la date? Ouais, 15 mars. C'était le 15 mars. Fait que je dirais que le 15 mars, la première journée, les deux entreprises étaient fermées. Sur le coup, je me suis pas inquiété, ni moi, ni mon équipe, parce qu'on a vraiment pensé que c'était comme une mesure qui allait pas durer très, très longtemps. On s'est dit que c'est une mesure vraiment très radicale. Ça va durer une petite période de temps, puis dans le temps de le dire, on va pouvoir repartir. Faut savoir aussi que le milieu du mois de mars, c'est souvent le moment où les gens commencent à revivre. Donc, ils recommencent à avoir des spectacles, puis les gens recommencent à sortir au bar et au restaurant. Fait qu'on s'est dit, OK, ça arrive au mauvais moment, mais bon, on manquera pas l'été pour tout ça. Fait qu'on s'est comme pas inquiété. Finalement, l'inquiétude est arrivée après et continue de rester existante. Il a fallu se tourner vers des nouvelles façons de procéder dans le sens où moi, je savais que même en étant confiné chez moi seul, je pouvais continuer à faire vivre mes deux entreprises en utilisant les réseaux sociaux. Fait que je me suis tout de suite tourné vers ça, commencé à faire du chansonnier pour divertir les gens, mais aussi pour leur rappeler que, hey, on est encore vivant, même si on ne peut pas prendre la route pour aller faire des spectacles. On avait aussi une longue liste de spectacles qui s'en venaient pour l'année 2020. Puis aussi pour parler du resto-bar en leur disant, hey, pour l'instant, on n'est pas là, mais rappelez-vous de nous, là, on est encore à la même place, on est prêt. Puis la seconde qu'on pourra ouvrir les portes, on va recommencer à faire des gros parties comme avant. Fait que ça a été ça la première intuition que j'ai eue. On est combien en live avec nous autres, Jay? Peux-tu me le dire? 545. Parce que c'est important, une des raisons pour laquelle on fait ça, c'est surtout parce que nous autres, depuis les 12 dernières années, on est habitués de faire des spectacles à toutes les fins de semaine. On a la chance de rencontrer un paquet de monde. On veut rester présent pour vous autres. On veut que vous continuiez à nous voir la face. Et surtout, en ce moment, on est en campagne Kickstarter. On essaie de ramasser des fonds pour faire notre deuxième album. Et plus important que jamais en ce moment, parce qu'on peut pas faire de spectacle, donc on a à peu près aucun revenu. Au départ, ce que j'ai pensé faire, en fait, l'idée venait un peu des gens qui écoutaient mes lives au tout début, les lives que je faisais sur Facebook. Les gens voulaient m'envoyer une contribution volontaire, une espèce de petit tip. Fait que j'ai créé un GoFundMe, qui est une plateforme pour recueillir des dons. Puis je disais aux gens que mes spectacles du samedi soir, du vendredi soir étaient gratuits, mais que s'ils voulaient contribuer puis me lancer un don, qu'ils pouvaient le faire. Puis c'est de cette façon-là que j'ai réussi à accumuler près de 8 500 $, je pense, pendant les premiers mois du confinement. Il y a un pourcentage de ça qui est allé à mon groupe Lendemain de Veille qui me servait de plateforme de... C'était ma visibilité principale, c'était la page Facebook de Lendemain de Veille. Donc, bonne partie de cet argent-là qui est allé à mon groupe Lendemain de Veille. J'ai été vraiment, vraiment surpris. J'avais toujours hésité à faire des lives. J'en ai vu beaucoup, j'en ai écouté beaucoup sur Facebook. Moi, ça m'avait jamais vraiment attiré. Je m'imaginais que ça marchait peut-être pas tant que ça. Finalement, je pense que je suis peut-être arrivé au bon moment, puis je me suis adressé à la bonne clientèle. Ça a vraiment eu un succès là, instantané. Dès la première fois où j'ai essayé, puis en moins d'un mois, le message était passé, puis on réussissait à avoir plus que 1000 personnes qui étaient en ligne, en direct avec nous, à tous les samedis soirs. Fait que ça a vraiment très, très bien marché. Fait que de cette façon-là, j'étais capable de
passer des messages dans le sens où « Hey, si vous voulez nous encourager à aller acheter un album de lendemain de veille », fait qu'on vendait énormément d'albums, de la marchandise aussi. Puis j'ai réussi à faire connaître mon entreprise de la brasserie festive aussi, juste en la nommant ou en faisant mes lives en direct d'ici. Ça suscitait la curiosité des gens, puis qu'il y avait le goût de venir découvrir cette place-là, encore, je pense. Vous étiez à la maison, à tous les soirs. On a des gens de la Beauce avec nous autres ce soir. Salut Manu! Mon petit appart dans un demi-sous-sol, une case de 12 avec les chums d'école. On dormait le jour, on sortait la nuit, poser les filles qu'on trouvait jolies, veiller jusqu'à demain matin pour parler de tout pis de rien. Je m'en ennuie quand il fait fret pis que le ciel est gris. On a décidé de porter le projet un petit peu plus loin parce qu'au début, j'étais seul en train de faire de la musique avec ma guitare en mode chansonnier. Fait que dès qu'il y a eu une espèce de petit lousse dans le confinement où on a pu être une dizaine de personnes, où on a pu faire des tournages et tout, je pense qu'on a fait 3 lives avec Lendemain de veille, avec le band au complet, dont le 24 juin, on en a fait un pour la Saint-Jean-Baptiste. Ça a vraiment très, très, très bien marché puis ça nous a fait tellement du bien de se retrouver toute la gang ensemble. Ça faisait des mois qu'on s'était pas vus et ça s'était jamais arrivé depuis le début de Lendemain de veille, depuis les 12 dernières années, qu'on avait un break aussi long que ça. Fait que ça nous a vraiment fait du bien de pouvoir se retrouver puis faire le live. Ah ouais donc, ah ouais donc, ah ouais donc, des bouches donc, des bouches donc, des bouches donc, une bière et puis un fort jusqu'à ce qu'il fasse clair dehors. Ah ouais donc, ah ouais donc, ah ouais donc. J'ai travaillé comme un malade toute l'année, je mériterais bien une petite semaine de congé pour sortir ma guitare puis planter ma tente dehors. Ah ouais donc, des bouches donc. Oh! J'bouais ma petite Bud Light comme si c'était un verre d'eau, puis j'me crisse ben de ceux qui me regardent de haut. Moi j'profite de ma jeunesse puis ta belle petite paire de fesses. Des bouches donc, des bouches donc, des bouches donc. On y va! Ah ouais donc, ah ouais donc, ah ouais donc. Des bouches donc, des bouches donc, des bouches donc. Une bière et puis un fort jusqu'à ce qu'il fasse clair dehors. Ah ouais donc, ah ouais donc, ah ouais donc. Je me regarde aller, je suis pas si vieux puis j'ai encore soif, je suis pas peureux. Jusqu'aux petites heures, des bouches en deux, juste toi et toi, ça me rend heureux. Si on en manque, ce sera pas long, qu'on sera bien chaud comme des champions. Ah ouais donc, ah ouais donc, ah ouais donc. Des bouches d'une petite bière. Hey, bonne Saint-Jean la guerre. Facebook fait du bruit. Je pense qu'au début, on a été peut-être dans les premiers à faire ce genre de concept-là de live hebdomadaire. Puis ça a attiré l'attention de bien des gens. Ça a attiré l'attention de Radio Énergie, entre autres, qui ont diffusé en ondes un soir un live complet de moi en chansonnier à la brasserie festive. Je pense que c'était au mois de mars ou au mois d'avril. C'est sûr qu'avec Lendemain de veille, on est quand même une équipe de 7 ou 8 personnes. Avec la brasserie, on a plus d'une trentaine d'employés. On était ouvert pratiquement 5 jours semaine, des gros parties, des longs shifts aussi, là, jusqu'à 3 heures du matin et tout. Il y a eu la PCU qui est arrivée, fait que ça a aidé du côté de Lendemain de veille, également du côté de la brasserie festive, parce qu'on sentait qu'il a fallu fermer les portes. Fait que pendant tout ce temps-là, ça a enlevé au moins un stress de savoir que tout le monde était correct. On se parlait entre nous souvent, puis de savoir que tout le monde était capable de survivre avec cette aide-là, ça a vraiment beaucoup aidé. On s'entend qu'avec une compagnie comme Lendemain de veille, un groupe de musique, c'est pendant un range de 6 à 7 mois par année qu'on fait le maximum d'argent, donc pendant l'été, entre, mettons, avril et septembre, c'est là où ça se passe. Fait que on n'a fait aucun show. Alors, c'est sûr que les pertes financières, on l'a pas calculé. À vrai dire, on l'a pas calculé parce que c'est triste. Fait qu'on est plus en mode survie, sauf qu'une compagnie comme Lendemain de veille, quand on décide qu'on arrête pendant un bout, bien, ça coûte rien. Ça coûte rien à rouler une compagnie comme ça. On fait juste arrêter de faire des spectacles, donc il n'y a plus de revenus qui rentrent, mais il n'y a rien qui sort. Comparativement à la brasserie, où on a quand même une grosse bâtisse à chauffer, à entretenir. Donc là, on arrête toutes les activités, mais le compte de banque continue à descendre. Puis en plus, ben, c'est vraiment difficile de calculer combien on a pu perdre. On peut le calculer par rapport à l'année passée, combien on faisait l'année passée au même moment aussi. Fait qu'à ce moment, c'est plus une question de survivre.
On ne calcule même plus combien on a perdu ou combien on aurait fait. C'est vraiment combien de temps on est capable de survivre comme ça. L'aide gouvernementale, certain, c'est sûr que ça a aidé vraiment beaucoup. Pour une compagnie comme Lendemain de veille, c'est un beau plus parce que, comme je dis, la seconde où on arrête d'opérer, nous, on n'a pas de temps de coût fixe. C'est sûr qu'on a un camion, on a un trailer, on a de l'équipement, on a des trucs comme ça. Au niveau de la brasserie, ça a été primordial. Si on n'avait pas eu ça, on n'aurait pas pu passer au travers parce que on s'entend que les coûts fixes continuent à passer, mais il n'y a rien qui rentre dans le compte de banque. Fait que c'est sûr qu'on n'aurait pas pu s'en sortir sans ça. Au niveau de la brasserie, on a réussi à réouvrir nos portes du 1er août jusqu'au 30 septembre. On a eu une espèce de petit sursis. Il a fallu s'adapter, évidemment. On a enlevé la moitié du mobilier parce qu'on pouvait rentrer, on se dit 50% de la capacité totale, mais c'est même pas ça. On a le droit à quasiment 300 personnes à la brasserie. On rentrait 80 personnes environ. Pour être sûr de respecter le 2 mètres et la distanciation, fait qu'on se limitait à 80 personnes dans la brasserie. Il a fallu ajouter des stations de Purell, quelques plexiglas aussi. Et puisque c'est un endroit de party, on a continué à mettre des chansonniers. Fait que les gens pouvaient quand même profiter de l'ambiance chansonnier les vendredis et les samedis soirs. Comme on est un endroit qui vend de l'alcool, bien là, c'est sûr qu'à un certain moment, il a fallu s'équiper d'agents de sécurité qui ne s'occupaient pas de séparer des gens qui se battaient, mais plus des gens qui commençaient à être sous l'effet de l'alcool puis qui portaient pas leur masque ou qui se levaient ou qui l'oubliaient totalement. Fait que, il a fallu s'adapter dans le sens où on a continué à avoir il y a des dépenses qui se sont ajoutées par rapport à ça pour être sûr de... En plus des pertes monétaires, il y a des dépenses qui sont ajoutées à ça pour être sûr de garder l'endroit sécuritaire puis de bien respecter les règles que le gouvernement nous imposait. Allez, si c'est bon, faites-le en riant, y'a pas de mal là-dedans, dans le temps du jour de l'an. Au niveau de Lendemain de veille, la plupart des shows ont été remis. Fait que on a vu des dates passer déjà pour 2021, des shows qui avaient lieu cette année. Certains qui ont été annulés aussi, seulement cancellés. Quand c'est des événements... comment je pourrais dire? Ouais, c'est ça. Quand c'est des événements uniques, il y en a plusieurs qui ont cancellé. Par exemple, ce jeune homme qui voulait fêter son 18e anniversaire avec Lendemain de veille, ça n'aura pas lieu. Mais au niveau des festivals et tout, la plupart ont été remis. Encore là, on se fait pas vraiment d'idée parce qu'on se dit, bon, il y avait déjà des trucs qui étaient bookés pour 2021. Fait que je pense pas qu'ils vont tasser les trucs qui étaient bookés pour 2021-2022 juste pour accommoder ce qu'on a perdu en 2020. Mais j'ai bon espoir qu'en 2021, si tout se règle, on va pouvoir repartir en tournée puis reprendre la plupart des shows qu'on a manqués cette année. C'est sûr qu'il y a des projets que nous-mêmes, on a dû mettre sur la glace, dans le sens où en 2020, on était supposé sortir notre 2e album. On a refusé de le sortir parce qu'on aurait pu le faire quand même. On a réussi à faire du studio, chacun chez nous, séparer, tout mettre ça ensemble. On s'est trouvé une façon de fonctionner quand même, mais on refusait de le sortir si on ne pouvait pas le jouer devant les gens, vraiment en live, parce qu'on s'est tout le temps qualifié comme étant un band de live. Fait qu'on voulait pouvoir le jouer live. Mais c'est sûr que pour 2021, il y aura une sortie d'album aussi. Fait que s'il y a moins de spectacles, bien, au moins il y aura de l'engouement autour de Lendemain de veille à cause d'une sortie d'album. C'est sûr qu'au niveau des mesures sanitaires, ça nous a fait peur un peu parce qu'on savait qu'il allait y avoir des gens qui n'étaient pas d'accord avec ça, puis qui allaient être récalcitrants et tout. Fait que nous, on a décidé d'ouvrir presque un mois après la date où on aurait eu le droit d'ouvrir. Fait qu'on a décidé d'ouvrir un mois plus tard pour que les gens soient déjà habitués à ces mesures-là. Fait que nous, dès la seconde où on a ouvert, les gens entraient, mettaient le Purell, ils avaient leur masque, ils s'assoyaient à leur table, ils bougeaient plus. Fait que ça a été déjà... Ça, je pense que c'était un bon move de notre part. Au niveau de Lendemain de veille, c'est sûr qu'on peut compter sur les membres du band qui vont être fidèles au poste. Quand tout ça va repartir, quand on va pouvoir repartir en tournée, oui, il y a des employés qui se sont trouvés d'autres jobs et c'est vraiment très, très normal. On a tous nos comptes à payer et nos trucs. Mais par contre, les gars vont être là quand on va pouvoir réouvrir. Au niveau de la brasserie festive aussi, il y a des employés qui se sont trouvés d'autres emplois qu'on ne retrouvera peut-être pas parce qu'on ne sait pas de toute façon quand est-ce qu'on va être en mesure de réouvrir et de recommencer comme on avait avant avec le même volume puis le même besoin au niveau des employés. C'est sûr qu'entre le mois d'août et septembre, on n'avait pas le même besoin. Fait qu'on avait très, très, très peu d'employés. C'est normal que les autres se soient trouvés autre chose. Puis on se dit que, quand on aura le droit de réouvrir, on va voir. C'est sûr qu'on va les recontacter, ces employés-là, en espérant que ce soit eux qui reviennent aussi. Puis sinon, il va falloir aller trouver ailleurs, c'est sûr.
Là, en ce moment, on est au mois d'octobre, on est en zone rouge, donc les salles à manger sont fermées. On effectue du take-out, qui, bon, c'est pas ça, c'est pas la raison pour laquelle d'habitude les gens encouragent le vieux, c'est beaucoup plus pour l'ambiance. Ce qu'on pense des mesures du gouvernement, c'est des professionnels qui décident de ça et tout. C'est sûr que nous, on se plie aux exigences gouvernementales. C'est sûr qu'on trouve ça difficile parce qu'on a vraiment mis tous les efforts possibles pendant le moment où on a été ouvert pour que ce soit sécuritaire. Puis je pense qu'on était un lieu sécuritaire. Le monde nous le disait. Le monde nous l'écrivait sur notre page Facebook aussi, qui se sentait en sécurité ici parce que toutes les mesures étaient appliquées. C'est sûr qu'on trouve ça vraiment très, très difficile, mais on n'a pas le choix de suivre la parade. Mes craintes et mes espoirs pour le futur, bizarrement, c'est un peu... je suis mitigé envers mes propres pensées. Mais je pense que pour lendemain de veille, c'est que de l'espoir, dans le sens où on va continuer à faire des lives pour entretenir l'engouement de ceux qui nous suivent. Puis je pense que ça va faire en sorte que quand on va pouvoir reprendre la route, il va y avoir encore plus de demandes pour lendemain de veille parce que les gens vont vouloir nous voir en vrai, je pense. Au niveau de la brasserie festive, il y a une bonne portion de crainte aussi, dans le sens où combien de temps ça va durer tout ça. Avec lendemain de veille, on se pose même pas la question si ça dure 1 an, ça dure 1 an, si ça dure 2 ans, ça dure 2 ans. C'est juste plate, mais il n'y a rien, on n'est pas en péril, on n'est pas en danger, la compagnie va survivre. Au niveau de la brasserie festive, c'est sûr que il y a des craintes par rapport à ça. On espère que ça dure le moins longtemps possible. Par contre, il y a une portion d'espoir aussi parce que si on réussit à passer au travers de tout ça, ben on sera juste plus fort. Puis je pense que les gens vont nous avoir attendus pendant tout ce temps-là. Fait que je pense qu'on va vivre un bon succès après tout ça. Puis on va faire le mix des deux. Fait qu'on va mettre lendemain de veille dans la brasserie festive. Puis je pense que ça va faire un bon party. C'est sûr qu'en s'embarquant dans un projet comme un resto-bar, la restauration, on le sait que c'est pas safe. Je me le suis fait dire aussi, puis j'ai eu le temps de le voir aussi pendant toutes ces années-là où j'ai joué dans des bars et des restos. On sait que c'est pas facile. Là, en plus, ma première expérience à vie en tant que restaurateur, ça arrive en même temps qu'une pandémie. Qu'une pandémie qui fait en sorte qu'on peut pas vraiment opérer. Fait que je dirais que oui, ça a juste confirmé ce que les gens me disaient, que c'est difficile la restauration. Effectivement, je le vis vraiment très difficile. Par contre, si c'était pas du fait de la pandémie, si je me base sur l'année passée, la première année où on a opéré, c'est vraiment magique, ça va vraiment très, très bien. Mais oui, cette pandémie-là va affecter ma vision de l'entreprise pour toute la vie, dans le sens où on ne peut rien prendre pour acquis. Puis demain matin, même si ça va très bien, demain matin, tout peut être fermé. Puis on pourrait dire que de se nourrir, c'est essentiel. Je pense pas que, par exemple, se réunir dans un lieu festif, c'est considéré comme essentiel, mais je pense qu'à long terme, on va peut-être se rendre compte que ça l'est plus qu'on pense.